Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette invitation. Et merci d'être si nombreux. Hein, c'est super. Très belle organisation. Et c'est bien d'avoir choisi de venir ici plutôt d'aller à la plage. Peut-être que c'était pas le bon jour. En tout cas, il y avait le carnaval aussi, je sais pas. Je vais vous parler de ce dernier livre, effectivement, Comment l'esprit agit sur la matière, qu'on a fait avec Antoine Sénan, qui est un neurologue parisien. Mais on peut aussi parler de choses au-delà de ce livre-là, si vous voulez, parce que vous savez que peut-être que je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc je me présente en 2 mots, je suis journaliste scientifique de formation, et puis je suis auteur et traducteur, donc depuis une trentaine d'années, et je m'intéresse à tous ces sujets qui sont un peu à la frontière, disons, donc ce qu'on appelle les phénomènes parapsychologiques, les phénomènes paranormaux, voilà. À la base, c'est les états modifiés de conscience, en fait, qui m'intéressent, c'est-à-dire ces expériences de transe, par exemple, les expériences de sortie du corps, les expériences de mort imminente. Le premier vrai sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est ça. Je n'ai pas vécu l'expérience de mort imminente. Je le dis tout de suite parce qu'on me le demande à chaque fois. Par contre, oui, j'ai vécu des épisodes de sortie de corps quand j'étais enfant. En fait, j'ai redécouvert tout ça quand j'avais déjà une trentaine d'années, en découvrant un livre sur les expériences de mort imminente qui s'appelle La mort transfigurée, qui est sorti dans les années 90. Et quand j'ai lu ces témoignages, je me suis souvenu avoir vécu des choses comme ça quand j'étais enfant. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait plus des rêves lucides, si vous voulez. Donc, ce sont des rêves dans lesquels on sait qu'on est en train de rêver et qu'on est capable de contrôler dans une certaine mesure. Mais il y a une parenté entre tous ces phénomènes, en fait. Rêves lucides, sortie du corps, expérience de mort imminente, etc. Donc tout ça, ça fait partie un peu de la même famille. Et la transe aussi, la transe dans un contexte chamanique ou psychédélique, c'est aussi tout ça, ça fait partie de la même famille de phénomènes. Et ça amène aussi ce qu'on appelle les phénomènes de voyance, de télépathie, de prémonition, etc. Et, un peu plus rare, mais il y a aussi ce qu'on appelle la psychokinèse, c'est-à-dire l'action de l'esprit, de la pensée sur la matière, sur les objets. Donc dans ce livre-là, on a voulu faire le lien en fait avec Antoine entre ces phénomènes justement de psychokinèse, donc l'action de l'esprit sur la matière, dans différents contextes, et on a voulu faire le lien avec la notion de guérison. Guérison aussi donc miraculeuse, guérison inexpliquée, parce qu'on considère que c'est une façon dont aussi l'esprit agit sur la matière en fait. Ces guérisons-là, ces guérisons que la médecine n'arrive pas à expliquer, c'est aussi une façon de les comprendre, une façon de lire en fait ces phénomènes-là, c'est de dire que l'esprit guérit le corps grâce à des pratiques, à des méthodes, peut-être aussi à des croyances, en tout cas une forme de conviction, une forme de foi, pas forcément religieuse, hein, mais aussi peut-être possiblement religieuse. Si on parle des guérisons de Lourdes, par exemple, il y a un contexte religieux qui est évident quand même. Donc on en parle bien sûr dans ce livre-là, on a consacré un chapitre à ça. Et avec Antoine, donc, on a considéré qu'il y avait une espèce de lien, quoi, en fait, entre la capacité de l'esprit d'agir sur la matière inerte, de faire bouger les objets, de tordre des cuillères, vous savez, là, je vais en parler un petit peu, parce qu'on a des cas assez spectaculaires en France quand même. Et puis, la capacité donc d'agir par la pensée sur les cellules vivantes, et donc y compris sur nos corps, quoi, sur nos organismes. Vous voyez un peu le cheminement qu'on a fait dans ce livre. Et en fait, le point de départ de ce livre-là, c'est qu'on a voulu réhabiliter les travaux d'un médecin qui s'appelle René Péoc. Et ce médecin, tout le monde a un peu oublié qui c'est dommage, parce qu'il a fait des travaux dans les années 70-80 qui sont absolument incroyables, qui méritent complètement d'être réhabilités. Et donc il y avait l'idée de lui redonner la parole, de parler de ses travaux, et peut-être de faire un livre autour de lui, puis finalement ça ne s'est pas fait comme ça, parce qu'il n'était pas complètement disposé à ça. Mais bon, il nous a fait la préface du coup, il a fait la préface du livre, et on a consacré un chapitre à ses recherches, qui fait la transition justement entre les deux parties du livre,
la première partie sur la psychokinèse et la deuxième partie sur les guérisons. Donc on a mis un petit chapitre au milieu sur les travaux de René Péoc. Donc qu'est-ce qu'il a fait René Péoc? Peut-être certains d'entre vous le savent. En fait, c'est son travail de doctorant en médecine, c'est-à-dire que c'est sa thèse de doctorat en médecine qui a porté là-dessus. Il a travaillé sur des animaux, donc il a fait des recherches avec des petits lapins, mais aussi et surtout avec des poussins. Et il a mis des petits poussins en présence d'un robot. Et à l'époque, c'est un robot, donc vous avez dû entendre parler de ça un peu. On en a parlé à une certaine époque, puis c'est tombé dans l'oubli. Et ce petit robot, il se déplaçait de manière aléatoire. C'est-à-dire que son déplacement était piloté par un petit système informatique, électronique, qui était régi par le hasard. Il y avait différents systèmes à l'époque, mais c'est ce qu'on appelle un générateur aléatoire, c'est-à-dire que c'est une machine qui produit du hasard. Voilà. C'est comme si la machine produisait des centaines et des centaines de lancers à pile ou face par seconde. Donc normalement, au bout d'un certain temps, on doit avoir autant de piles que de faces. Et ces machines-là, elles sont censées produire une ligne comme ça, plate, de autant de piles que de faces, autant de 0 que de 1, si vous voulez. Donc ce robot, il est censé se déplacer complètement au hasard. Et ce qui s'est passé avec ces petits animaux qu'il a utilisés, Péoc, c'est que les poussins, quand ils sortent de l'œuf, en fait, ils prennent le premier truc qui bouge autour d'eux pour leur maman. C'est une propriété qu'on appelle l'imprégnation en biologie. Et donc, Péoc a mis ses poussins en présence de ce robot, et les poussins ont pris le robot pour leur maman. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, inconsciemment, en fait, ils attiraient le robot à eux. Et on s'est aperçu que du coup, le comportement du robot, sur une surface donnée, une très grande table, avec des bords comme ça, eh bien, on s'est aperçu que les poussins, derrière une vitre, attiraient le robot. Donc, comment c'est possible, vous voyez? C'est-à-dire que le robot n'avait plus un comportement aléatoire, il n'avait plus un comportement au hasard, il avait un comportement qui était dirigé vers les poussins qui l'attiraient à eux. Donc, à l'époque, ça a paru complètement saugrenu, les expériences ont été reproduites, on a essayé de durcir les conditions expérimentales, etc. Mais à chaque fois, l'effet était confirmé. Alors vraiment, ceux pour qui c'était pas possible, on dit il y a un biais statistique, voilà. En fait, le robot il rebondit sur le bord, c'est pas possible qu'il soit attiré par le poussin. Il y a des gens pour qui c'est pas possible. On peut pas accepter ce phénomène-là parce que la science ne sait pas l'expliquer. On n'a pas de modèle scientifique aujourd'hui pour expliquer comment un poussin ou plusieurs poussins, par son intention, et qui est en plus inconsciente, peut agir sur le moteur, en tout cas le dispositif qui s'appelle le générateur aléatoire, pour orienter le comportement du robot. Donc c'est resté à ce jour un grand mystère, mais c'est resté une grande expérience de parapsychologie qui a fait l'objet donc d'une thèse de médecine, thèse de doctorat en médecine quand même. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle une expérience princeps, c'est une expérience modèle, et ça reste un grand moment de la recherche en parapsychologie en France. Donc on a voulu réhabiliter en quelque sorte René Péoc en parlant de lui dans ce livre. Et il est toujours en activité, ce monsieur, il est médecin, il a fait sa carrière de médecin généraliste à Nantes, dans la région nantaise. Mais il a souffert des critiques de l'époque et il a été extrêmement critiqué parce qu'on a dit que c'était pas sérieux, etc. évidemment. Et donc il n'a pas continué vraiment ses recherches-là. Il avait confirmé quand même les travaux avec des petits lapins, en l'occurrence. Je crois que ça marchait moins bien. Et il avait aussi fait des expériences avec des êtres humains. Mais avec les êtres humains, il y a trop de pollution mentale, si vous voulez, donc ça ne marchait pas. Ça marchait très mal, je pense. Bref, donc tout ça pour vous dire que la recherche en parapsychologie en France, c'est compliqué, quoi. Il y a des grands moments, mais il y a aussi vraiment des obstacles très difficiles à surmonter parce que en France, on est globalement
sceptiques, comme on dit, hein. On ne croit pas à la réalité de ces phénomènes, on pense que c'est pas possible, tant qu'on n'a pas une théorie, hein, tant qu'on n'a pas une théorie scientifique pour l'expliquer, on dit c'est pas possible. Dans les milieux anglo-saxons, il y a beaucoup plus d'ouverture à la réalité de ce genre de phénomène, parce que les Américains, les Anglais, tout ça, sont beaucoup plus en fait pragmatiques, c'est-à-dire ils disent ok, on ne sait pas l'expliquer, mais on constate que ça fonctionne. Et donc il y a plus de, voilà, il y a moins de fermeture par rapport à ce genre de phénomène. Alors, donc dans le livre, on part carrément, on remonte assez loin dans l'histoire, on part des tables tournantes, phénomène de table tournante. On parle aussi des tordeurs de métal. Alors quelques mots, peut-être les tables tournantes, pour ça vous en avez entendu parler, parce que ce qui est intéressant, c'est que surtout ce genre de phénomène, encore aujourd'hui, il y a deux attitudes, il y a deux façons de comprendre ces phénomènes-là. Quand on parle d'action sur la matière, il y a toujours une façon de comprendre ça qui va consister à dire c'est l'intervention d'esprits, d'entités qui sont extérieures à nous. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur de nous. Des anges, des défunts, tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont donc extérieurs à nous et qui interviennent, qui agissent, qui font bouger les tables. Vous savez qu'on utilisait les tables pour communiquer avec les esprits à une époque, etc. Et puis, il y a des chercheurs à toutes les époques qui ont essayé de démontrer que ça venait de l'intérieur de la personne, que c'était la personne elle-même qui avait cette capacité à soupçonner, donc que c'est quelque chose qui relève d'une capacité naturelle en fait. C'est ça les deux lectures possibles. Soit c'est quelque chose qui est naturel, qu'on a tous en nous, soit c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est le fruit de l'action d'esprit ou d'entité de ce genre, d'ange gardien ou que sais-je. Et on est toujours là aujourd'hui face à ce dilemme, si vous voulez. On n'a pas tranché la question, et peut-être que la réponse est un petit peu quelque part entre les deux. Sauf si tout est relié, exactement. Oui, mais tout est relié, ça, je vous confirme. On va en parler un peu de ça aussi. En fait, tout ça, pour moi, ça forme un vaste ensemble, donc forcément, ce n'est pas des sujets qui sont séparés. Donc les tables tournantes, les tables parlantes, etc. Bon, on a des témoignages historiques qui sont hyper bien documentés, qui sont hyper impressionnants. Hein. Mais le plus impressionnant, et on a fait un chapitre là-dessus aussi, c'est ce qu'on appelle la lévitation. La lévitation, donc, c'est des gars qui se mettent à flotter dans l'air. Donc ça paraît complètement ridicule. Vous en avez déjà vu, vous ? Bon. Donc on se dit là, c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Et pourtant, il y a des témoignages historiques très nombreux, très bien documentés, un peu à toutes les époques, beaucoup moins aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'y croit plus assez, justement. Il y a ce paradoxe-là qu'il faut y croire pour que ça se produise. Mais donc dans le bouquin, on parle d'un personnage en particulier donc, qui s'appelait Saint Joseph de Cupertino, qui était un Italien, un prêtre, un évêque même, je crois, un homme d'église italien. Donc Cupertino, il y a les deux. Et ça date donc du XVIIe siècle, c'est 1600 et quelques. Et lui, il a fait, mais il n'a pas fait 5 ou 6 lévitations, il a fait des centaines et des centaines de lévitations devant témoins, dont des grands noms de l'époque. Par exemple, il y a un prince allemand, qui était le prince de Brunswick, qui était protestant et qui s'est converti au catholicisme après l'avoir vu léviter dans son église, Joseph. Et donc Joseph a été un des saints, un des personnages de l'église qui lévitait spontanément et qui vivait ça comme un handicap, en fait. C'est-à-dire que ça lui arrivait malgré lui. En fait, c'est ce qu'on appelle, dans le contexte religieux, on appelle ça un ravissement. Hein, il est ravi, c'est-à-dire qu'il est aspiré par Dieu d'une certaine manière. Ça arrivait aussi au Padre Pio, qui est beaucoup plus connu, plus proche de nous. Ça arrivait à Thérèse d'Avila aussi. Plusieurs grands mystiques ont vécu ça. Mais lui, de Cupertino, c'était vraiment tout le temps, quoi. En fait, tout le temps. D'un seul coup, il rentrait en extase. C'est comme s'il n'était plus là. Il regardait en l'air et puis il poussait un cri et hop,
il s'est retrouvé au plafond, quoi. Et il s'est blessé plusieurs fois en retombant. Donc il y a plein de témoignages comme ça où il se blessait en essayant de descendre de là où il était perché, quoi, sur des arbres, sur la flèche de l'église, plafond de la nef, etc., si vous voulez. Donc ça a l'air totalement absurde aujourd'hui d'imaginer que c'est possible, mais pourtant, il y a beaucoup de témoins qui, semble-t-il, étaient dignes de foi. Et vraiment des centaines et des centaines de cas. Alors, on se dit, bon, ça peut être des gens qui sont victimes d'une hallucination collective, ou alors comme ils sont croyants, ils essayent d'aller dans son sens, et ils sont convaincus, voilà, de la réalité des choses. Mais on a d'autres cas qui, eux, ont été étudiés par des scientifiques. Par exemple, vous avez un Écossais qui s'appelait Daniel Douglas Hume, ça s'écrit Home, mais ça dit Hume, qui, lui, n'était pas un homme d'église. Et qui faisait ça, lui, c'est plutôt 19e siècle, je crois. Et qui, lui, donc, vivait aussi des lévitations spontanées, sauf que lui, il a été étudié par les grands scientifiques de l'époque, les chercheurs de l'université d'Édimbourg, etc., qui ont étudié le phénomène, et c'est pareil, il y a eu des dizaines, des centaines peut-être de cas, et eux ont fait des comptes rendus d'observation. Il a fait des démonstrations devant des grands aussi de ce monde, comme la reine Sophie de Hollande, le Napoléon III, aussi qui a assisté à ce genre de démonstration. Donc voilà, on a ces cas historiques qui tombent un peu dans l'oubli au fil du temps comme ça, et qu'on a trouvé intéressant de réhabiliter, si vous voulez, parce qu'on s'aperçoit que voilà, il y a vraiment matière à réflexion, quoi. Parce que c'est pas des choses qui sont anecdotiques, c'est des phénomènes extraordinaires qui ont été étudiés de manière très sérieuse. Et d'ailleurs, les phénomènes parapsychologiques, comme on dit, qu'on appelait à l'époque phénomènes métapsychiques, dans les années tournant du 19e et du 20e siècle, vous savez que ça fascinait tous les grands esprits de l'époque. Donc en France, les Victor Hugo, les Henri Bergson, les Camille Flammarion, etc., hein, tout un tas de personnalités se sont intéressés à tous ces phénomènes-là. Voilà, donc on a voulu rappeler un peu tout ça, si vous voulez, dans le livre. Et ça, c'est Antoine Sénan, donc, qui est médecin, qui a traité ces parties-là. Donc, il le fait aussi avec sa rigueur, avec son regard de médecin, donc c'est d'autant plus intéressant. Moi, je me suis plus intéressé à ce qu'on a appelé les tordeurs de métal. Et là, on a quand même deux cas très connus, et un autre qui est moins connu. Donc le plus connu, c'est Uri Geller, je pense que vous en aviez entendu parler, qui était un Israélien dans les années 70, qui a fait beaucoup d'émissions de télé, où donc il tordait des métaux, il tordait des cuillères, etc. Il réparait des montres qui étaient en panne, et puis il faisait ça aussi en disant aux gens chez eux qui regardaient la télé, il leur disait: sortez vos montres cassées, et je vais les remettre en marche. Et apparemment, ça fonctionnait, quoi. Alors là, il n'y avait pas de contrôle, si vous voulez, mais il y a eu plein de témoignages comme quoi, effectivement, ça marchait, quoi. Donc on se dit, là, bon, là c'est de l'illusion, c'est de l'illusionnisme, c'est de la prestidigitation, etc. Sauf que lui aussi, il a fait ça dans des labos. Il a fait ça à l'université de Stanford, par exemple, en Californie. Donc il l'a fait devant des chercheurs, il l'a fait devant des physiciens. Hein, il ne l'a pas juste fait à la télé et sur des scènes de music-hall, si vous voulez. Alors, il a inspiré un Français qui s'appelle Jean-Pierre Girard, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Et Jean-Pierre Girard, eh ben, il faisait ça aussi, et c'est justement parce qu'il a vu Uri Geller à la télé qu'il a pris confiance en lui et qu'il a accepté de le faire devant des témoins. Et Jean-Pierre Girard, bon, en plus, il avait une histoire particulière parce qu'il avait été frappé par la foudre étant enfant, et il pense que c'est de là que c'est venu, parce qu'il avait fait une expérience de mort imminente, il était sorti de son corps et tout ça. Et il pense qu'il a eu des espèces de dons comme ça, psychiques, suite à cette expérience-là.
Mais Girard, donc, il tordait des métaux aussi, des cuillères, des trucs. Et le problème avec ces gens-là, c'est que quand vous le faites devant des témoins, les gens sont estomaqués, mais ceux qui ne l'ont pas vu ne le croient pas. Donc il faut le refaire devant les autres. Et c'est valable quand vous le faites devant des scientifiques. C'est-à-dire que vous allez le faire dans un labo, et les gars ils disent mais c'est incroyable. Et l'autre labo d'à côté dit non, moi je ne vous crois pas, venez le faire dans mon labo. Et au bout d'un moment, ça use quelque part aussi le sujet. Et on peut être incité à tricher un peu quand on a une réputation à défendre, et malheureusement c'est ce qui s'est passé dans le cas de Girard, quelqu'un que je respecte beaucoup, mais il est avéré que dans certaines situations, il a un peu forcé les choses parce qu'il avait cette réputation de pouvoir de pouvoir produire le phénomène à la demande, et que par conséquent, voilà, dans certaines circonstances, il aurait été pris à tricher. Soit, quoi qu'il en soit, il l'a aussi fait dans des laboratoires, devant des grands scientifiques. Il l'a fait à l'époque devant le président de l'Académie des sciences. Il l'a fait devant des scientifiques de l'entreprise Péchinet, qui était une grande entreprise de métallurgie de l'époque. Donc Péchinet, dans une expérience, ils ont produit un alliage spécial en métal qui était un truc hyper solide, intordable par la force, et ils ont mis ça dans un tube de verre. Et cette barre, Girard l'a tordue simplement en passant la main par-dessus comme ça, sans toucher la barre, puisqu'elle était dans un tube. La barre s'est tordue, mais surtout ils se sont aperçus en regardant au microscope électronique qu'en fait il avait modifié la structure atomique de la barre. C'est-à-dire que c'était comme si il avait agi à l'échelle des atomes. Donc là, pour le coup, c'est inexplicable. Et un des scientifiques donc, de l'entreprise Péchinet à l'époque a témoigné à la télévision en disant que c'est comme si la barre avait été bombardée par un flux de neutrons pendant des heures, voilà, avec telle énergie, etc. Bref, donc c'était complètement extraordinaire. Donc ça a été avéré, ça a été publié dans une revue scientifique, dans plusieurs d'ailleurs. Mais comme on ne sait pas l'expliquer, comme on ne sait pas comment, si vous voulez, la conscience, la volonté peut agir sur la matière, eh ben, pour la plupart des gens, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça a été truqué. D'une manière ou d'une autre, ça a forcément été truqué. Bon. Donc on en est encore là aujourd'hui, si vous voulez. C'est ça le problème. Donc comment dépasser ça? Il faut réécrire toute la physique, en fait. C'est ça le problème. Et toute la physique, toute la science est à réécrire. Il y a certains qui le font, mais c'est plus des philosophes. Pour vous dire un petit peu le genre de réflexion qu'il y a aujourd'hui dans ce domaine-là, vous avez des gens qui vous expliquent qu'en fait la matière et la pensée, la conscience, c'est la même chose. C'est deux aspects différents d'une même chose. Donc on est dans des réflexions vraiment métaphysiques, en fait, sur qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que le réel. Et ben, le réel, c'est quelque chose qui émane d'une source unique, un être, etc. Certains vont dire ça, c'est un être. Mais tout ça, ça devient à partir d'une vibration d'origine qu'on appelle le Om en Inde, qu'on appelle le verbe ici, le logos, etc. Tout ça, c'est la même chose. Il y a une vibration originelle qui donne naissance à tout, et tout ce qui existe donc vient de ça, et à cette nature-là, qui est une seule et même nature unique. Et ça prend l'aspect de la matière, d'une part, et l'aspect de la conscience de l'autre, si vous voulez. Mais c'est la même chose. Donc voilà une façon de résoudre le problème, c'est de dire matière et conscience, c'est la même chose. D'accord? Je vous le dis juste, parce que j'imagine certains d'entre vous déjà s'intéressent aussi à ces questions-là, au plan philosophique, métaphysique. Mais on n'est pas rentré là-dedans. Dans ce niveau-là, on n'a pas voulu aller sur le terrain philosophique, métaphysique, parce que c'est complètement autre chose, c'est un autre travail, si vous voulez. Puis il y a d'autres auteurs qui l'ont fait très bien, et on les cite bien sûr en référence. Il y a un aspect aussi qui m'a beaucoup interloqué sur la torsion de métal, en fait. C'est que les gens qui font ça, qui sont capables
d'induire comme ça une torsion de métal simplement en tripotant une cuillère ou un truc comme ça, ou une barre de fer, c'est que quand le phénomène commence à se produire, eh ben, il continue à se produire tout seul. Même quand ils ont reposé le truc, eh ben, la cuillère elle continue à se tordre sur la table. Et s'ils le font à la fin d'un repas au restaurant, eh ben, vous avez les fourchettes des autres qui se tordent aussi, quoi. Donc vous imaginez le truc, quoi. Donc il y a là on a plein de témoignages sérieux et contemporains de gens qui ont assisté à ça. Et moi j'en connais personnellement là, qui ont assisté à ça. Moi je ne l'ai jamais vu personnellement. J'ai vu Gérard tordre des cuillères, mais j'ai jamais assisté à des cuillères qui se tordaient toutes seules sur la table du restaurant. Bon, mais je connais des gens qui ont vu ça. Et il y a plein de témoins qui le disent. C'est-à-dire que c'est comme si ce phénomène, il se déclenchait, il se mettait en route, et il continuait à se produire tout seul, quoi. Il y a quelque chose voilà, qui s'enclenche, et puis qui s'arrête de lui-même. Et on constate aussi que pour la personne qui fait ça, c'est une source de grande fatigue. En fait, la personne elle est très très vite épuisée. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le font, hein. Je vois qui acquiescent. Il y en a peut-être qui le font, hein, parmi vous. C'est pas si rare que ça. Hein. Ça vide d'énergie, en fait. La personne se vide de son énergie. On n'a pas besoin nécessairement d'entrer dans une forme de transe ou d'état modifié de conscience. Mais ce que disent ces sujets-là, c'est que ça demande un lâcher-prise. Un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il faut la volonté de voir le phénomène se produire, mais en même temps, il faut accepter que ça se fasse tout seul. Vous voyez, il y a une sorte de paradoxe. En même temps, le vouloir et ne pas le vouloir. Donc c'est compliqué, hein. Si vous essayez de vouloir un truc tout en ne le voulant pas, c'est vraiment pas facile. Donc il y a cette idée qu'à un moment donné, il faut que la chose se fasse toute seule, il faut imaginer que ça a déjà eu lieu. Ils vont dire ça comme ça, par exemple. Il faut imaginer que ça s'est déjà fait. C'est un peu comme la loi d'attraction. Vous faut imaginer que vous avez déjà reçu ce que vous souhaitez. Il y a ça dans la Bible d'ailleurs. Hein. Et là, c'est la même chose. Donc il faut imaginer que le phénomène a déjà eu lieu et que ça va se faire parce que voilà, ça correspond de toute façon à des lois de la nature, quoi. Donc aujourd'hui, on ne parle plus tellement de ces phénomènes-là, mais il y a un cas contemporain, il y a un cas récent. Bon, Girard, il le fait toujours dans ses ateliers, hein, il fait des ateliers. Donc ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il apprend aux gens à faire tourner une petite pyramide, vous savez, vous avez dû voir ça, qui est sur une pointe, et la pyramide, c'est une pyramide en aluminium, je crois, hein, sous une cloche en verre, pour pas que ça soit le souffle ou le mouvement d'air qui fasse tourner la truc. Et donc ils forment des stagiaires à faire tourner ces petites pyramides sur des pointes. Et manifestement, il y a plein de gens qui ont des résultats. Lui, ce qu'il veut montrer, c'est que tout le monde peut faire ça. Son truc, c'est justement de montrer que c'est naturel, que c'est pas l'intervention d'un esprit ou quoi, et que tout le monde a cette capacité-là. Donc, il est toujours en activité, Jean-Pierre Girard. Et il y a un autre sujet qui n'est pas très loin d'ici, dans les Landes, qui s'appelle Jean-Marie Le Gall, que vous connaissez peut-être, parce que lui, il est aussi magnétiseur, qui a fait ça. Il a fait ça aussi. Torsion de métal, déplacement d'objets. Mais lui, il s'est plus consacré aux soins, justement. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, eh ben, ils ont des capacités multiples. Ceux qui sont capables de faire ça, eh ben, ils sont aussi, comme par hasard, guérisseurs, et ils sont aussi magnétiseurs, et ils sont aussi médiums, etc., etc. En général, ça va avec. C'est des capacités qui sont liées, apparemment, les unes aux autres. Donc Jean-Marie Le Gall, il est à Anglette, et il fait ça aussi, encore. Il a arrêté. Il fait toujours du soin, en tout cas. Il fait toujours du soin. Des soins de magnétisme. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc... Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Ouais, ça va me revenir. Donc ça, c'est de l'action sur la matière inerte. D'accord? C'est de l'action sur la matière non vivante.
Mais on passe à l'action sur la matière vivante. Et on a fait... Ah oui, non, je peux quand même vous dire des choses sur la matière inerte encore. C'est l'action sur les générateurs de nombres aléatoires à grande échelle. C'est-à-dire, tout à l'heure l'exemple des poussins qui font déplacer le robot, etc., ça a été fait avec des êtres humains, et aux États-Unis, il y a eu plein de travaux là-dessus, sur des gens qui étaient capables d'agir par la pensée sur ces machines, des machines donc, qui produisent du hasard. On s'apercevait que la concentration permettait de dévier la ligne du hasard. Et surtout, les chercheurs américains, dans l'université de Princeton par exemple, se sont aperçus que c'était des phénomènes de conscience collective en fait, qui se manifestaient. C'est-à-dire que si on mettait un générateur de nombres aléatoires dans un stade où il y avait une grande manifestation sportive par exemple, eh bien, vous voyez la machine réagir au mouvement de conscience collective, au mouvement des supporters, au mouvement de joie ou de colère, etc. Ça semblait réagir à ce genre de manifestation de conscience collective. Donc ils ont creusé le truc, et ils ont fait de plus en plus de recherches là-dessus, avec ce genre de machine, dans des grands événements aussi artistiques, des concerts, des choses comme ça. Et ils se sont aperçus que ça fonctionnait. Il semblait que, en fonction de l'attention collective que les gens portaient à quelque chose, et ben ça avait une action. Donc, ils ont voulu creuser encore plus le phénomène, et ils ont réparti des machines comme ça un peu partout sur la planète. Donc des générateurs de nombres aléatoires qui étaient des machines à produire du hasard, là avec un système à la base qui est un système quantique, donc complètement imprédictible par définition, c'est-à-dire c'est du vrai hasard, on ne peut pas du tout prévoir comment la machine va réagir, mais c'est une machine qui simule, encore une fois, des lancers de pile ou face à raison de plusieurs millions par seconde. Voilà. Donc en toute théorie, au bout d'un certain temps, on est sur une ligne complètement à 50-50. Et ces machines-là, réparties sur la planète, ils se sont aperçus qu'elles réagissaient à des grands événements de portée planétaire, dont le premier ou un des premiers a été les funérailles de Lady Diana. Ils se sont aperçus que les funérailles de Lady Diana, ça concentrait tellement d'attention de tellement de personnes sur la planète que en fait, ça déviait la ligne de hasard de ces machines. Donc bien sûr, il y en a qui ont dit c'est une coïncidence, ça n'a aucun lien. Donc ils ont affiné l'expérience, si vous voulez, et puis ils se sont aperçus que ça réagissait très très fort aussi au moment du procès de O.J. Simpson. Des choses qui vraiment captaient l'attention d'énormément de gens sur la planète. Et puis, etc., d'autres événements qui captaient de plus en plus d'attention. Et puis le jour où ça a le plus dévié, évidemment, c'est le 11 septembre 2001. Et le 11 septembre 2001, là, vous avez toute la planète qui était là, devant la télé, en train de dire qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est là qu'il y a eu la plus forte déviation sur ces machines. Donc voilà, c'est aussi un exemple de la façon dont là, l'inconscient, du coup, agit, ou la conscience collective, en tout cas, ça agit de manière inconsciente sur des machines aussi. Ça s'est reproduit à d'autres occasions après ça. Il y a eu le tsunami de 2004, etc., etc. Donc tous les grands événements comme ça qui captaient l'attention de beaucoup d'individus semblaient agir sur ces machines. Donc là aussi, on a essayé de comprendre comment ça pouvait fonctionner, on a essayé de théoriser tout ça, mais on se heurte vraiment au même problème théorique. Il faut qu'il y ait un continuum entre la pensée et la matière pour que ça puisse s'expliquer. Bref, donc ça retombe sur le problème philosophico-métaphysique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'on a des données qui sont très très convaincantes là-dessus. Alors, il y a des chercheurs qui se sont dit, bon, si l'esprit peut agir comme ça sur la matière, pourquoi ne pas essayer sur des cellules vivantes ? Il y a eu des premiers travaux qui ont été faits, par exemple, où les gens étaient amenés à se concentrer sur des cellules, par exemple des globules rouges.
il devait essayer de faire en sorte que la cellule n'éclate pas, placée dans telle et telle condition. Il fallait agir pour que les cellules soient préservées de l'éclatement, par exemple, en fonction des conditions biologiques dans lesquelles on mettait les cellules. Donc ça marchait, mais ça marchait d'autant mieux qu'en fait, on faisait l'expérience sur ses propres globules rouges. Si c'était les propres globules rouges de la personne, alors ça fonctionnait beaucoup mieux. Si c'était les globules rouges de quelqu'un d'autre, ça ne marchait pas. Ou moins bien. Vous voyez, donc, là, on s'est aperçu qu'il y avait un lien quand même aussi avec l'aspect guérison. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose il y a un lien particulier, en tout cas, avec la cellule qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui agit. Il y a une connexion, exactement. Donc ça, c'était des travaux très, très préliminaires. Hein. Mais en fait, si vous voulez, la médecine chamanique, ou les médecines très anciennes, comme la médecine chinoise, ou la médecine indienne, ayurvédique, etc., ça repose sur ce principe-là, ni plus ni moins. Hein. Il se trouve que je viens de faire, là, parce que je m'occupe d'une revue qui s'appelle Native, qui est une revue consacrée aux peuples autochtones du monde entier, que vous pouvez trouver en librairie maintenant, Native, qui est une revue trimestrielle. On vient de faire un dossier sur les médecines, un dossier consacré aux médecines. Sous-entendu aux médecines du monde, et en particulier aux médecines des peuples racines. Et en fait, on s'aperçoit que les médecines indiennes, chinoises, et les médecines chamaniques, d'Amazonie, etc., elles continuent de reposer sur ce principe qu'on avait dans la médecine antique. C'est-à-dire que dans la médecine antique, vous n'aviez pas, les maladies n'étaient pas causées uniquement par des agents extérieurs, des virus, des bactéries, des polluants, etc. Ça, c'est venu bien après. Dans la médecine antique, les maladies étaient dues à un déséquilibre, d'abord psychique, en tout cas lié à une rupture d'harmonie avec la relation qu'on entretient avec son environnement, en fait. Donc c'est lié aussi à l'alimentation, donc à des choses qu'on amène effectivement de l'extérieur, mais c'était vraiment lié à une rupture d'équilibre. Et donc tous les soins dans ces médecines traditionnelles, et donc encore aujourd'hui, ils consistent à rétablir un équilibre, et non pas simplement à traiter un symptôme, parce que là, on considère dans ces médecines-là la personne donc comme un tout, comme on parle de médecine holistique, hein, et on ne s'intéresse pas seulement à la maladie en tant que symptôme, on s'intéresse à l'équilibre général de la personne, quoi. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a encore beaucoup de pratiques thérapeutiques qui reposent sur cette vision des choses. Et par exemple, dans la médecine, je crois que c'est Antoine qui dit ça, dans la médecine antique, en Grèce antique, la bile noire était un symptôme de maladie, aussi bien de dépression que de cancer. Et donc, comme par hasard, les deux étaient liés. La tumeur, la maladie cancéreuse et la dépression, en quelque sorte, procédaient de la même cause, quoi. Donc là, il n'y a certainement pas de hasard. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Ah oui, le placebo, ça c'est génial. C'est Antoine qui a fait ce chapitre-là, mais j'ai eu l'occasion d'y travailler aussi. Aujourd'hui, on nous parle toujours de l'effet placebo, d'ailleurs pour expliquer plein de choses que la médecine ne comprend pas, en disant c'est de l'illusion, etc. Et Antoine, justement, il dit, moi je suis venu au placebo par le nocebo. C'est-à-dire que tous les médecins savent qu'ils peuvent aggraver la situation de leurs patients simplement parce qu'ils vont dire la mauvaise chose ou qu'ils vont envoyer un mauvais signal, qu'ils n'ont pas la bonne attitude, etc., etc. Et donc le nocebo, c'est le côté négatif du placebo, c'est la même chose en négatif. Hein. Donc les médecins, en général, ils sont tous parfaitement convaincus de la réalité du phénomène, d'abord par l'effet nocebo. Et les recherches sur l'effet placebo montrent que ça repose sur une forme de croyance, effectivement, mais c'est une croyance non seulement du patient, mais c'est aussi du praticien, en fait. Il faut que les deux soient convaincus
de l'efficacité de quelque chose qui relève d'une illusion, parce qu'on va te dire à quelqu'un, tu vas prendre ce traitement, et puis finalement, il n'y a rien dedans, il y a juste de l'eau et du sucre, etc. Donc ça a été découvert comment, le placebo? Ça a été découvert sur le champ de bataille de je ne sais plus quelle guerre, où ils n'avaient plus d'antidouleur, ils n'avaient plus de morphine. Et donc les soldats arrivaient dans des états pitoyables, et plutôt que de les laisser souffrir, il y a un médecin qui a dit, qui leur a injecté de l'eau, en disant c'est de la morphine. Et les gars étaient soulagés. Parce que, bien sûr, ça mettait en jeu des mécanismes dans leur cerveau où ils produisaient leur propre morphine, c'est-à-dire les endorphines. Donc, on a fait des recherches là-dessus, on a pu montrer que la conviction de la personne était capable de soulager jusqu'à des cas de rémission de tumeurs, des choses très, très, très complexes et très graves. Des gens à qui on a fait croire qu'on les avait opérés aussi pour des situations diverses et variées, notamment des situations orthopédiques, des fausses interventions sur des pathologies du genou par exemple, où la personne ne pouvait plus marcher. Et ben on fait une petite incision, on referme et la personne elle se relève et dit ah, parfait, je vais jouer au tennis. Donc si vous voulez, ça va très très loin quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que la médecine ne sait pas expliquer ça, mais elle utilise en permanence cette référence pour évaluer l'efficacité des médicaments. Un médicament, aujourd'hui, nouveau sur le marché, vous savez qu'il est évalué contre placebo, la plupart du temps, et ou contre un traitement de référence, mais encore aussi beaucoup contre placebo. Et de fait, quand on réévalue longtemps après pas mal de produits, notamment je fais des parenthèses, hein, dans les maladies mentales, on s'aperçoit que en fait, ça ne fait pas beaucoup mieux que le placebo. Vraiment pas beaucoup mieux, tous les antidépresseurs notamment. Malheureusement, hein, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec l'effet placebo réellement. Donc l'effet thérapeutique, il est essentiellement placebo en fait. Ce qui est très bien. Hein. Heureusement, dans les maladies mentales en l'occurrence, tout ce qui est en tout cas maladie type dépression, etc., anxiété, tout ça, stress post-traumatique. Aujourd'hui, il y a un vrai espoir avec les médicaments psychédéliques. Vous savez, les substances psychédéliques qu'on a appelées des drogues pendant longtemps, qu'on continue à appeler des drogues évidemment, sont des médicaments fabuleux, hyper prometteurs. Et là, je vous dis ça, c'est étude à la pluie. Hein. Il se trouve que j'ai fait un bouquin avec Olivier Chambon, qui est un psychiatre, un psychothérapeute spécialisé là-dedans, qui s'appelle La médecine psychédélique, ça s'appelle La révolution psychédélique. Et il y a des centaines d'études qui montrent ça. LSD, psilocybine, donc les champignons, kétamine, MDMA, qui n'est pas un psychédélique mais qui est assimilé, et puis DMT qu'on trouve dans l'ayahuasca, dans les substances chamaniques, etc. Tout ça, c'est des produits dont il est démontré aujourd'hui qu'ils sont très efficaces pour soigner les dépressions résistantes, des stress post-traumatiques résistants, tout ce qui est lié à la dépression, donc anxiété, etc. Donc d'ici 4 matins, on va avoir des thérapies psychédéliques encadrées par des psychothérapeutes. Parce qu'il faut que ce soit encadré, évidemment. Mais c'est déjà le cas en Suisse, et c'est déjà le cas un peu aux États-Unis et au Canada. Donc c'est important quand même de le signaler, parce que ça reste méconnu. Hein. Que dire encore? Oui. Désolé, vous pouvez redonner le nom de la personne qui a écrit ce livre sur la révolution psychédélique? C'est moi. Non, je plaisante. C'est un livre que j'ai coécrit avec le docteur Olivier Chambon. Olivier Chambon, qui est le référent sur ces sujets, parce qu'il avait déjà publié en 2009 La médecine psychédélique. Et donc, quand j'ai vu, moi, qu'il y avait plein d'études qui sortaient, je lui ai dit, si tu veux, on met à jour ton livre. Et du coup, on a fait ce livre qui s'appelle La révolution psychédélique, et on a en fait confié les chapitres à chaque fois à un spécialiste de la molécule en question. Donc c'est un livre collectif en fait. C'est un livre collectif qu'on a co-dirigé avec lui. Mais c'est à jour, hein, il est sorti il y a 2 ans.
Et là, j'ai vu une émission de télévision dans laquelle il y a une journaliste tout à fait respectée du Nouvel Obs, je ne sais pas quoi, qui vient de sortir un livre aussi sur les traitements psychédéliques. C'est une vraie révolution. C'est en train d'arriver en France. Il y a 2-3 études cliniques en cours contre l'alcoolisme notamment. C'est par exemple, je crois que c'est psilocybine contre l'alcoolisme. En fait, c'est des travaux qui étaient déjà connus au début du XXe siècle, si vous voulez, et qui ont été complètement mis de côté parce que ces substances-là ont été interdites pour des raisons politiques. On a dit, attention, ça crée des overdoses et ça crée des dépendances. Les deux sont des fake news, pour le coup. Ça, c'est démontré aujourd'hui. C'est un mensonge, ça ne crée pas... Il y a des risques, attention, hein, il y a des risques, mais dans le cas des substances qui sont utilisées dans un contexte chamanique traditionnel, eh ben, c'est pas pour rien que les expériences étaient encadrées par le chaman, précisément, qui était là dans un rôle de guide, hein, de l'expérience, etc. Donc ça, c'est un rôle qui doit être tenu aujourd'hui par un psychothérapeute. Donc on parle de psychothérapie assistée par les psychédéliques, PAP. Et ça existe déjà en Suisse, ça existe au Canada, et donc il y a des Français qui anticipent pour se former à ça, parce que c'est hyper intéressant. Mais effectivement, c'est pas quelque chose à faire de manière sauvage, etc. Et la grosse différence, c'est que c'est pas quelque chose que vous prenez tous les jours, évidemment. C'est quelque chose que vous faites une fois, et vous n'en parlez plus. Vous faites une session, et les études montrent que 6 mois après, la personne ne retombe pas dans son état dépressif, ou ne fait plus. Ça guérit les TOC aussi, donc stress post-traumatique, et la dépendance. Paradoxalement, donc c'est bien la preuve que c'est pas quelque chose qui en soi induit une dépendance. Ça soigne les dépendances au tabac, à l'alcool, à l'héroïne, etc., à la cocaïne. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est en lien, mais il y a une racine soi-disant africaine qu'on appelle l'iboga, Oui. qui traite justement toutes les dépendances. C'est la même chose. C'est très radical, c'est-à-dire que c'est une prise. Absolument. L'iboga, c'est quelque chose qui s'utilise dans un culte chamanique, qui est le seul d'ailleurs en Afrique, qui s'appelle le culte du Bwiti, au Gabon. Je connais un chaman qui fait ça et qui vient en France faire des conférences, il va venir bientôt d'ailleurs, il s'appelle Assosa. Et ça, c'est des choses dont on parle dans la revue Native, hein, justement. Donc si ça vous intéresse, tout ça, vous allez trouver ça dans Native. Et on a un beau papier dans justement Native qui sort à la fin de ce mois, que vous pouvez commander chez votre libraire, sur le Bwiti et l'iboga. Donc l'iboga, c'est comme l'ayahuasca, en fait, si vous voulez. C'est pas exactement le même principe actif, hein. Il y a des différences, mais il y a des parentés quand même moléculaires. De toute façon, l'ayahuasca, donc le principe actif, c'est la DMT, si vous voulez rentrer un peu dans les détails, diméthyltryptamine. Donc les tryptamines, c'est toute une famille de molécules, dont le LSD est proche aussi, sachant que le LSD, c'est une molécule de synthèse, mais qui vient d'un champignon. Hein. L'ergot de seigle, c'est le champignon parasite des céréales, dont on a extrait le LSD. Mais le LSD, c'est une molécule de synthèse, ça a été synthétisé par Albert Hoffman dans les années 30. Mais il y a toute cette famille donc, des tryptamines, et l'iboga est proche de ça. Pharmacologiquement, c'est proche. De toute façon, ils sont tous plus ou moins proches. Ça agit sur les récepteurs à la sérotonine, etc., etc. Donc chimiquement, aujourd'hui, on sait à peu près ce qui se passe. Pharmacologiquement, on sait à peu près ce qui se passe. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en une session, on est guéri, en tout cas, de ces symptômes pour des mois et des mois. Quitte à devoir faire éventuellement... Donc c'est pour ça que l'industrie pharma, si vous voulez, elle ne fait pas trop de pub pour ce genre de truc, parce qu'évidemment, ils n'ont rien à y gagner. Non seulement les substances, pour la plupart, ne sont pas brevetables, parce qu'elles sont dans le domaine public depuis longtemps, etc. Enfin, voilà. C'est des substances naturelles aussi. Elles sont pas, le LSD est dans le domaine public depuis longtemps. Et pour eux, c'est difficile d'avoir un modèle financier pour gagner de l'argent avec ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment la molécule, ils lui donnent un autre nom. Et là, ils peuvent mettre un brevet et ils peuvent vendre la boîte. Ça a été fait avec la kétamine. Il y a un labo belge, j'en sais, qui a fait une formule un petit peu différente de la kétamine qu'ils a appelée eskétamine. Et du coup, ça, ils peuvent le breveter, ils peuvent le vendre. Bref, c'est toujours les mêmes logiques, hein, c'est normal. Le système il est comme ça, c'est pas la peine de le regretter, c'est comme ça. Vous pouvez essayer de le changer de l'intérieur, hein, par contre. Mais effectivement, il y a vraiment des choses très très intéressantes avec ces substances-là, et effectivement pas uniquement dans les pathologies
pas uniquement dans les pathologies psychiatriques en l'occurrence. Ouais, il y a beaucoup d'espoir. On redécouvre en fait toute cette médecine-là. C'est pas pour rien qu'un chaman, ça s'appelle un homme médecine aussi à la base. Hein. C'est à la fois le prêtre, mais c'est aussi le thérapeute. Hein. Donc oui, il y a énormément d'espoir sur ces substances. Que vous dire après? Je voudrais qu'on échange un peu peut-être. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Après, on a jusqu'à quelle heure en fait? Comme tu veux, jusqu'à 19h. Ah oui. Mais quelle heure on va à la plage alors? Donc si vous avez des... On peut prendre des questions au fil de l'eau. Hein. Tout ça pour vous dire que effectivement la deuxième partie du livre est consacrée aux guérisons. Le plus intéressant, c'est les guérisons qui ont été évaluées par le bureau médical de Lourdes, parce que la procédure est hyper rigoureuse. Et il y a, je ne sais plus, 70 ou 72 guérisons qui ont été validées dans le cadre de cette procédure. Donc la procédure, c'est qu'il y a un bureau médical qui examine l'affirmation de guérison d'une pathologie qui doit être réputée incurable, qui doit être attestée comme ayant duré plusieurs années. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait eu de traitement. Alors c'est de plus en plus rare, parce que maintenant il y a des traitements pour tout, justement. Parce que l'industrie pharma a des traitements pour tout, même quand ça ne marche pas. Donc c'est difficile d'avoir des pathologies qui n'ont pas eu de traitement du tout, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir dire c'est le traitement, forcément. Donc il n'y a eu que 72 guérisons reconnues miraculeuses, mais elles ne sont pas reconnues miraculeuses par le bureau médical. Le bureau médical, lui, il fait de l'évaluation, qui prend des années, ça dure 10 ans, 15 ans, et ensuite c'est l'évêché du lieu de naissance de la personne qui met un tampon miracle ou pas. D'accord? Mais ça veut dire qu'en fait, des guérisons dans un contexte de Lourdes, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup plus que ça. Il y en a 70 ou quelques qui sont validés, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. Y compris des gens qui ont guéri en rentrant chez eux, après coup. Donc, il y a plein d'aspects intéressants là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi que beaucoup de gens disaient qu'ils ont guéri après avoir fait une prière, mais pas pour eux. Ils priaient pour les autres. Ça, c'est troublant. Hein. Ils priaient pour la guérison des autres. Et ça tombe sur eux. Donc il y a plein de cas que j'ai mis qui sont incroyables, où les gens ressentent une grâce, ils ressentent une chaleur, et puis les symptômes disparaissent, les symptômes ont disparu le lendemain. Il y a plusieurs autres cas de guérison dans un contexte religieux que j'ai mis aussi, mais qui n'ont pas eu lieu à Lourdes, qui ont eu lieu ailleurs qu'à Lourdes. Hein, il n'y a pas que Lourdes. Mais à Lourdes, c'est quand même particulier parce qu'il y a toute cette procédure d'évaluation qui est hyper rigoureuse, qui est conduite par des médecins, etc., de manière très très sérieuse. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà. Il y a des questions? Je n'ai pas une question, mais j'ai un témoignage. J'ai eu l'occasion de soigner un gars qui était un des plus grands réparateurs d'ordinateurs en Europe et qui s'occupait entre autres des ordinateurs de la SNCF quand ça ne marchait pas. Il avait son avion particulier, enfin un serveur assez particulier, étonnant. Et quand ça ne marchait pas, avec ses connaissances, il avait un tournevis et un marteau. Et il engueulait l'appareil. Et il manifestait apparemment assez violemment contre l'ordinateur, et ça marchait. Donc pour vous dire combien on peut avoir une influence sur la matière, moi j'ai eu ce même problème avec des voitures et parler à des voitures qui marchaient, alors qu'elles ne voulaient pas avancer. Ça existe. Je vais vous poser une question par contre, si vous avez des connaissances sur les guérisseurs philippins, que j'ai eu l'occasion de connaître, j'ai travaillé avec eux pendant plus de 2 mois, et savoir si vous avez des informations sur leurs résultats. Ouais, je me suis intéressé un petit peu. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du tout des magnétiseurs et tout ça. Il y a plein de choses à dire qui sont vraiment intéressantes. Mais sur les guérisseurs philippins, pour vous répondre sur ces pratiques-là, c'est assez fascinant parce que ça relève d'une forme de magie, hein, aussi, un peu dans tous les sens du terme, parce qu'on sait qu'il y a des manipulations avec des substances. On a pu, par exemple, mettre en défaut des guérisseurs
qui avaient dans la main caché quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'ils ont extrait du corps, comme une tumeur ou un truc organique, qui en fait, qu'ils avaient déjà dans la main. Mais ça fait partie de la pratique, c'est pour attirer le mal ou l'esprit, en quelque sorte, qui est responsable d'une pathologie, sur cette autre chose qui est organoïde, quoi. C'est pas un trucage, en fait, ça fait partie de la pratique. C'est pour dire l'esprit, parce que c'est comme ça quand même qu'ils lisent les choses, hein, il y a une forme d'esprit qui est responsable d'une pathologie, il va être attiré par ce cœur de oiseau ou je sais pas quoi que j'ai dans la main. Donc vous voyez, c'est ambigu en fait. Parce que plein de gens ont dit ça, c'est triché en fait. Vous permettez que je réponde à votre remarque? Parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, moi-même étant guérisseur, et d'être à 50 cm d'eux. On a un des plus grands qui s'appelle Akbawa, et c'est lorsque lui n'était pas en condition de réceptivité qu'il avait ses aides qui venaient lui donner de la barbaque, qui remplaçait le sang coagulé ou la matière qui sortait. D'accord. C'est quand il n'était pas capable. D'accord. J'étais au moins autour de lui, il y avait 500 000 personnes qui travaillent auprès de lui, Ouais. en pensée, en réflexion, il n'était pas tout seul. Donc il utilisait cela uniquement quand il n'en était pas capable. Et souvent, moi je les ai bien connus, ils étaient souvent alcoolisés la veille, et ils n'étaient pas capables le lendemain de soigner. D'accord. Donc vous voulez dire que d'habitude, sinon il extrait véritablement quelque chose du corps. Il extrait réellement quelque chose du corps. C'est très mystérieux. Mais non, je veux le savoir parce que j'ai eu la chance de travailler avec J'en sais pas plus. Et je connais les conséquences. J'en sais pas plus. Je sais que c'est très controversé en tout cas à cause de ça, parce qu'il y a ces manipulations-là. Et je sais qu'il y a des gens, des grands guérisseurs quand même, qui sont tombés de leur piédestal aussi, des gens comme Joao de Diaos, là, des gens de Dieu. Si je ne m'abuse, le gars, il a été accusé de toutes sortes d'abus. Bon. Bref, madame. Le témoignage au sujet des guérisseurs philippins. Je connais un médecin qui a travaillé plusieurs années avec et qui a cherché à savoir justement s'il y avait des choses qui n'allaient pas, et il n'en a pas vu. Et par contre, un jour, il a prélevé ce que la guérisseuse avec qui ce jour-là il travaillait avait sorti du corps. Il est revenu en France, il l'a fait analyser. C'est intéressant. Et en fait, tissu inconnu. Répondu tissu inconnu. Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous dites ? Oui. D'accord. Qui est médecin ? Oui. Et ça n'a pas été publié des fois quelque part où on ne peut pas avoir l'info ? Non, je ne crois pas. Il faut vous interroger à vous. Il est toujours vivant. Mais bon, D'accord. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Pour moi, au départ, je croyais qu'ils agissaient sur ce qu'on appelle les corps subtils. Hein, il rematérialise à l'extérieur. Pardon. Il rematérialise à l'extérieur ce qu'il voit à l'intérieur. C'est une rematérialisation à l'extérieur. Et lui, il n'a jamais pu prouver justement la fausseté parce que les personnes avec qui il a travaillé avaient des manches courtes. Il a toujours cherché et il n'a jamais... c'est extrêmement intéressant. Hein. Moi, je pense quand même qu'il y a une action aussi sur les corps subtils, dans l'énergétique, ce qu'on appelle la médecine énergétique aussi, informationnelle, etc. Aujourd'hui, on dit médecine quantique pour faire un peu branché ou malin, mais c'est de la médecine énergétique. Donc, mais en tout cas, ça reste intéressant. Je voulais vous demander, pensez-vous que le magnétisme peut être efficace sur une personne qui ne croit pas, qui n'est pas réceptive? Mais je pense que c'est avéré, non ? Il doit y avoir des magnétiseurs parmi vous. Je pense que le magnétisme agit sur les personnes même qui n'y sont pas réceptifs, qui n'y croient pas. Oui, bien sûr. Les enfants, par exemple. Les enfants et les animaux. Ah, les animaux, je l'ai vu. Les animaux, ils y croient pas. Oui, non, mais les humains, c'est plus compliqué que les animaux. Parce que les humains, il y a un rejet, carrément. Alors, chez des gens qui sont vraiment en position de rejet, peut-être ça ne peut pas marcher. Mais on le voit avec les barreurs de feu. Ça, c'est un truc que j'ai voulu aborder dans le bouquin parce que ça me fascine. Aujourd'hui, tous les hôpitaux ont des listes de coupeurs de feu, barreurs de feu. Et il y a eu des thèses de médecine. Il y a eu plusieurs thèses en soins infirmiers, en médecine,
qui montre que la plupart des hôpitaux font appel à ces gens-là, et pour les brûlures, et pour les brûlures de radiothérapie, dans les soins des cancers. Donc c'est avéré, et vous avez des grands chefs de service en radiologie, en oncologie, pardon, qui envoient leurs patients chez des barreurs de feu. Donc ça, c'est avéré. Et effectivement, on sait qu'ils agissent à distance. Alors ça fait partie justement du mystère pour moi, parce que c'est ce que je disais au début. Est-ce que c'est des entités extérieures qui agissent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est mis en jeu simplement par la personne, par des capacités personnelles? Et peut-être c'est entre les deux, parce que la plupart font des prières quand même. La plupart font une prière. C'est mystérieux. Là, il va y avoir plein de réactions. Pour cacher, vous avez avec Ouais. Justement, tout est relié. Ouais. Donc, que ce soit la personne, le guérisseur ou c'est l'univers, de toute façon, Ouais. tout est relié. Oui, Vous l'expliquez dans le livre que je viens de lire, donc tout est relié. Donc, qu'importe. Le principal, c'est que ça fonctionne et que donc on soit réceptif à ça. C'est sûr que on peut dire que ça revient au même, en tout cas. Ça revient au même. Pour répondre à la dame qui a posé la question, mon mari a eu un gros problème de santé avec une brûlure terrible au pied, il se réveillait toutes les nuits 4-5 fois, et lui il ne croit pas du tout en tout ça. Et moi je l'ai emmené voir un copain de feu, parce que je connaissais un peu le principe. Il n'y croyait pas, et le lendemain il avait plus mal. Donc ça marche pour ceux qui ne croient pas. Ouais. Les verrues, tout ça, j'ai eu ça quand j'étais petit. Alors, madame, après peut-être monsieur voulait réagir. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire sur quelqu'un qui ne croyait pas du tout pour une douleur, par exemple, à l'épaule. Elle n'y croyait pas, mais elle sentait le froid, en fait, sur sa douleur que je posais par là-dessus. Et quand on en a terminé, finalement, il avait plus mal du tout. Et depuis, il y croit, effectivement. Après, la matière, il ne faut pas la contenir. La matière, l'énergie, elle circule, et même à distance. Ouais. Il suffit de porter l'attention dessus, Ouais. et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin, moi, je pratique aussi l'hypnose à côté, et je peux dire qu'il y a plein de choses qui sont peut-être pas explicables, mais qui fonctionnent très très bien. Ouais, à distance. Le mystère, il peut être... Le fait que ça agisse à distance, là, on peut faire appel à la théorie quantique, avec beaucoup de précautions. La physique quantique. Avec beaucoup de précautions, parce que dans le vide quantique, aujourd'hui, c'est peut-être là qu'il y a le lien, en fait, entre tout. Et ce vide quantique, il est en dehors du temps et de l'espace. Donc, du coup, il agit sans limite de temps et sans limite d'espace. Tout ce qui peut se passer dans le vide quantique n'est pas concerné par le temps et l'espace. Donc, c'est une façon d'aller chercher. Excusez-moi, je reprends la parole. Étant guérisseur et soignant à distance, c'est relativement facile de soigner à distance parce qu'on sent l'énergie de la personne à distance. Donc c'est comme si elle était là. Et les sensations que l'on a dans les mains, dans le corps, font que nous pouvons aider la personne. Vraiment, c'est étonnant. Et chacun a ses facultés, ça se développe. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est là, pour le coup, quelque chose qui est accessible à tous. Entre guillemets. Si on reçoit la prière de son voisin ou de son grand-père, en quelque sorte, on peut devenir guérisseur. Peut-être il y a besoin de se former un petit peu quand même. Mais même sans la prière. Même sans la prière. Pas toujours ça passe. En tout cas, c'est pris au sérieux par les sciences humaines. Il y a plusieurs articles que je cite de sociologues, de psychologues, qui reprennent un petit peu au sérieux ces pratiques-là, parce que de fait, ça n'a pas disparu, quoi. C'est toujours là. Il y a une question ? Oui. Bon, c'est peut-être une question bête, mais oui, c'est les réponses, mais bon. C'est bête. Moi, je découvre tout ça. Vous parlez d'esprit qui agit sur la matière, ou d'esprit à l'esprit issu d'une personne, et pourquoi ça ne serait pas l'âme qui pourrait induire tout ça, et pas l'esprit? Parce que comment vous pouvez savoir que c'est que l'esprit? Oui, alors là, c'est des questions de définition. Parce que quand je dis esprit agit sur la matière, c'est pas esprit au sens religieux, c'est esprit au sens conscience. C'est quand on dit l'esprit au sens commun, c'est en fait ce qu'on appelle la psyché en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'esprit en philosophie aussi. L'esprit, c'est l'activité, c'est le mental en fait. Donc
L'âme, moi j'aime bien. Hein, et l'âme, ça pourrait pas aussi. Oui, ça peut être l'âme, ça peut être ce qu'on appelle l'âme. L'esprit, dans un sens religieux, c'est au-dessus de l'âme, pour moi. Il y a un esprit, et un seul esprit, qui est une manifestation de l'esprit suprême, si on veut, et qui vient s'intégrer dans chaque âme. Et chaque âme est individuelle. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Un seul esprit. Et pour moi, il y a un seul esprit. Et une multitude, autant d'âmes que d'individus qui se perpétuent. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Mais quand on a écrit comment l'esprit agit sur la matière, on ne parle pas de l'esprit dans ce sens-là. On parle de l'esprit au sens commun, c'est-à-dire de la psyché, en fait. Vous savez, psyché, ça vient du grec. Anima, c'est le latin. Anima spiritus, c'est le latin. Ça veut dire âme, esprit. Et les deux veulent dire souffle. Les deux veulent dire vent. Et psyché et pneuma, c'est pareil. Âme, esprit. Psyché vient de âme, en fait. A donné âme. Et pneuma, c'est esprit. Les deux veulent dire souffle, vent. Vous savez, atmosphère, ça vient de Atman. Atman, c'est l'esprit en indien, en sanskrit. Et ça veut dire vent. Tout ça, c'est le souffle. C'est pour ça que je vous disais au début, il y a un souffle primordial. Tout ça, c'est la même chose. Ça peut être l'esprit de l'âme. Ouais, l'esprit de l'âme. Pour moi, Atman, c'est âme-esprit. Voilà. Âme-esprit, l'âme qui a intégré l'esprit. C'est comme ça que je comprends le truc. Mais tout ça, c'est des mots et on peut vraiment se perdre avec les mots parce que si on s'accroche aux définitions des mots, ça enferme en fait. Ça enferme, c'est limitant. Et quand on commence à chercher la signification derrière les mots, là, on se rend compte que tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. Et la notion de souffle, elle est omniprésente. Hein. Dans la Kabbale, dans le soufisme et dans l'ésotérisme chrétien, vous pouvez y aller. Et en même temps, ça offre plein de directions, plein de pistes à explorer. Bon, merci. Merci à vous. Puisqu'il y a des magnétiseurs dans la salle, je voudrais savoir comment se protège-t-il. Hein? Ancrage. C'est-à-dire nettoyage aussi, nettoyage. Se nettoyer énergétiquement. Mais ça, je l'ai vu faire, hein, parce que j'ai... Oui, mais c'est tout. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. De toute façon, l'esprit est créateur. À partir du moment où on le pense, on peut le créer. Donc, et ne pas avoir peur de l'autre. Déjà, le fait de devoir se protéger, ça veut dire que déjà tu peux voilà, le lien, être abîmé quelque part. Donc non. Ah oui, moi je ne suis pas magnétiseuse. Hein. Vous avez fait, pas de me protéger. Vous avez fait ce geste-là de faire partir l'énergie mauvaise et tout ça. Hein. Alors ça, on a ça dans les arts martiaux. Voilà. Et moi, je fais du Qigong, du Tai Chi. Et justement, c'est pas par hasard. Parce que nous, le concept d'énergie, pour nous, c'est fumeux. Mais pour eux, c'est ça qui est guérisseur. Le Qi, l'énergie vitale, le Shen, les trois Jin, etc. Et justement, dans le livre, je cite, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, parce que j'avais commencé à le dire, c'est qu'il y a un gars aujourd'hui, en Grèce, qui s'appelle Panagiotis Santeris, qui est professeur d'arts martiaux. Et les gens de Paris, de l'Institut Métapsychique International, ils sont allés le filmer parce qu'il fait du déplacement d'objets. Il fait du déplacement d'objets en projetant le Qi. Parce que les maîtres de Qigong, ils le font en Chine depuis toujours. C'est banal, c'est banal, ça reste extraordinaire, mais en tout cas c'est beaucoup plus accepté que chez nous. Et ça c'est important. Et alors le gars en question, parce que Flo me dit cette histoire-là, et c'est vrai que c'est assez fou le gars, donc l'Institut Métapsychique International, attention, c'est une institution hyper sérieuse, reconnue d'utilité publique, etc. Ça fait plus de 100 ans qu'ils existent à Paris, et ils ont reçu tout un tas
de gens, de prix Nobel et tout ça. Donc c'est eux qui ont fait ces recherches sur ce gars, sur ce grec. Ils ont fait une expérience avec lui et lui ont demandé de se concentrer sur une bougie et de l'éteindre par la pensée. Et donc il a éteint la bougie par la pensée, sauf que lui, il était à Athènes et que la bougie, elle était à Paris. Comme quoi, il n'y a pas besoin de distance, enfin, la distance est inexistante là pour le coup. C'est la non-localité quantique. Moi, je connais un exemple, enfin, je connais personnellement une personne qui est opposée, qui ne croit pas aux guérisseurs et qui est farouchement opposée. Et cette personne-là a eu un zona facial. Il souffrait énormément et beaucoup lui ont dit on connaît un guérisseur qui est très connu, réputé, tu devrais aller le voir, t'as rien à perdre, essaye d'aller le voir. Bon, il voulait pas, puis au bout d'un moment vraiment la douleur était énorme, donc il a dit bon c'est vrai j'ai peut-être rien à perdre, mais j'y crois pas, de toute façon c'est n'importe quoi, et il y est allé. Et quand il est revenu, aucun effet, rien du tout. Donc il a dit, bon ben voilà, ça justifie, c'est n'importe quoi. Et le guérisseur lui avait dit, il est possible que vous soyez obligé de revenir, je ne suis pas sûre d'être arrivé à la première fois. Et donc il est retourné au deuxième rendez-vous et le guérisseur lui a dit, je ne peux rien pour vous, parce que je pense que ça n'a pas fonctionné. Il dit, ben oui, effectivement, c'est n'importe quoi. Mais il dit, mais après, toutes les personnes que j'ai reçues, j'étais vidée, je n'ai rien pu faire avec toutes les personnes que j'ai reçues après. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quelle énergie ou contre-énergie il a, lui, mais il a réussi à détraquer le magnétiseur toute la journée et ça n'a pas fonctionné. Et 30 ans après, il a toujours des douleurs, il a toujours des séquelles de son zona facial, malheureusement. Ça arrive quand les personnes... C'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. C'est pas y croire ou pas y croire, c'est justement souvent des gens qui y croient et qui ont peur ou qui sont en opposition et qui en fait se ferment complètement à l'énergie de la personne qui veut proposer le soin. Et à ce moment-là, on ne peut rien faire pour la personne parce qu'il n'y a aucune énergie qui passe. Parce qu'il a voulu en compenser l'énergie et donc il s'est vidé d'énergie. Donc pour les gens suivants, il a fallu qu'il reconstitue son capital énergétique pour refaire les soins le lendemain. Voilà. Mais c'est vrai que parfois on tombe comme ça sur des barrières énergétiques. Et là, c'est la discussion avec la personne. Est-ce qu'elle souhaite vraiment le soin? Et de quoi elle a peur en recevant l'énergie? C'est les deux questions. Je vais vous raconter 2-3 petites histoires. Si vous avez envie de voir une lévitation sur votre ordinateur, vous tapez lévitation lourde. Et il y a l'hostie qui monte. Ouais, il y a une explication. Il y a une explication par rapport à la chaleur ou je sais pas quoi. Ouais, bon. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Donc vous faites lourde lévitation et vous avez l'hostie qui monte. On voit une hostie lévitée sur l'autel. Ouais. Une autre histoire. J'ai été personnellement élève du professeur Montagnier. Il a eu le prix Nobel de physique. Physiologie, médecine, ouais. Et qui a été tué. Il n'est pas mort. Il a eu une balle là, à Grenoble. Parce que quand il a la balle là, on l'a mis à Paris, à l'hôpital militaire. Bon, un détail. Et le professeur Montagnier avait trouvé comment guérir le cancer et que ça ne coûtait rien. Et à cette conférence, il y avait notre ministre de la Santé, Buzyn. À l'époque, elle a dit « c'est pas bon, ça ne coûte pas assez cher ». Donc là, les pharmaciens sont derrière. Actuellement, vous avez certaines guérisons qui se font avec des trucs qui coûtent 600 000 € une piqûre. C'est du lobby, oui, c'est exactement ça. Donc, alors que le professeur Montagnier avait trouvé une solution pour guérir un cancer qui ne coûtait rien. Et ça, Big Pharma n'aime pas du tout. En
tout cas, les travaux de Montagnier ont prolongé ceux de Benveniste, et c'est vachement intéressant, la mémoire de l'eau, et comment il s'appelle notre ami qui vient de partir là, Henri là, Marc-Henri. Marc-Henri qui était de Strasbourg, Marc-Henri, qui vient de décéder aussi. Il est décédé. Et tous ces travaux-là sont très 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 intéressants, et il ne faut pas trop en savoir. On va continuer. Il y a des gens qui vont continuer à travailler là-dessus. Professeur Pinel aussi. Pinel, ouais, ça c'est plus ancien. Ouais. Rupert Sheldrake qui parlait de ça aussi, et ça continue d'être d'actualité. Quand ça revient régulièrement. Les chants, cette notion de chant, elle est omniprésente de toute façon. Je reviens aussi sur les barreurs de feu. Les barreurs de feu, tout le monde peut barrer le feu. Il faut simplement l'apprendre. C'est pas tu viens au monde et tu sais barrer le feu. Il y en a, mais tout le monde peut barrer le feu. Il suffit qu'on vous le transmette. C'est tout. Oui, il y a différentes approches, mais en général, on dit qu'il faut qu'une prière soit transmise. Encore quelques questions ? Oui, globalement, c'est une prière au sens religieux, mais en tout cas, ça fait appel à des saints ou quelque chose comme ça, mais c'est pas les prières qu'on retrouve à l'église. C'est des prières particulières. Il y a des bouquins qui en ont proposé des listes. On fait appel à Saint-Denis ou à je ne sais qui. Ça fait souvent appel à l'action d'un saint. Vous avez d'autres questions ? Non ? Bon, ben merci beaucoup pour... Ah, de l'hypnose. Ouais, l'hypnose. On ne parle pas d'hypnose dans le bouquin, mais ouais, c'est intéressant. Parce que j'ai une expérience sur moi. Et on rejoint l'histoire du rejet. C'est-à-dire qu'une de mes copines était allée voir un hypnotiseur pour arrêter de fumer. Et elle est sortie, elle n'a jamais plus refumé de sa vie. Ah ben moi je dis, tiens, je vais y aller, tiens moi aussi. À part que, franchement, je n'avais pas envie d'arrêter de fumer. Il n'est pas arrivé à m'endormir, et en plus, j'ai été extrêmement malade pendant 2 jours. Mais j'ai été très perturbée mentalement, physiquement, physiologiquement et tout. Voilà, mon expérience de l'hypnose. Et maintenant, j'ai peur de l'hypnose. Ah oui. Peur, oui, j'ai pas de raison. J'ai vraiment été très 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 mal. Dans l'hypnose, oui, ça c'est étonnant comme effet secondaire, on pourrait en parler peut-être après, mais en tout cas l'hypnose, ça ne s'oppose pas à la volonté de la personne. Ça c'est ce que je sais, on garde sa volonté, on garde son libre arbitre. En fait, on parle des racines de l'hypnose, on parle du magnétisme de Marquet de Puységur et de Mesmer et tout ça, et on parle des premières, de l'histoire en fait, de la façon dont ces soins-là sont apparus, le somnambulisme magnétique. Ça, c'est les racines de l'hypnose. On ne parle pas de l'hypnose en tant que telle, mais c'est un domaine complètement fascinant, l'hypnose. Si je peux me permettre, moi je suis praticien en des outils et là je suis en train de passer mon niveau maître praticien et je me forme aussi potentiellement en hypnose profonde. Alors, l'hypnose profonde, on a peur parce qu'on ne peut pas vous obliger à faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours votre, j'appelle ça le verbe de fou. Parce que vous êtes en état de dissociation, il y a toujours une partie de vous qui est là pour veiller en fait sur vous. Moi j'ai participé à une hypnose de spectacle, je ne suis pas du tout, j'aime pas ça du tout par contre, parce que je trouve ça un peu ridicule et je trouve que ça abîme un peu ce type de pratique vraiment pour aider les autres. Et en fait, moi je suis très réceptive, mon mari peut le dire. J'ai accepté de le faire parce que j'avais une idée moi de surtout en plein milieu de la scène. Vous pouvez parler dans le micro s'il vous plaît, on n'entend pas. Ouais, je suis devant, je fais le dessus et Elle fait un soin, elle fait un soin en même temps. Il est éteint, ils l'ont éteint, ils l'ont fait exprès, je suis sûre. Ça, c'est par l'action de son esprit, Ouais, il a éteint le micro. Ça. Il était sûr. Donc, j'étais OK pour le faire. Moi qui n'aime pas du tout cette méthode-là, pourtant je pratique l'hypnose, mais pas de spectacle parce que c'est quand même différent. Ben, je me suis retrouvée à faire des choses quand même, mais très drôles, mais parce que j'étais OK avec ça. Et pendant cet état de conscience modifiée, j'avais une partie de moi qui était juste au-dessus, et je la sentais bien et je la voyais bien, qui regardait les bras croisés pour veiller sur moi, en
fait, pour être sûr qu'on ne me fasse pas faire n'importe quoi. Parce que j'étais ok pour le faire, mais pas comme Mesmer fait, à vous faire des conneries qui n'ont aucun sens. Attention, moi je parlais du Mesmer historique. Hein. Oui, non, moi je parle de celui du spectacle, hein, celui qui fait ça et qui en fait abîme. Après, moi je pratique donc l'hypnose proprement dit, tout ce qui est trauma, tout ce qui est addiction et bien d'autres choses. Non, moi je trouve que c'est un outil magnifique, sincèrement, parce qu'on va parler à l'inconscient. L'inconscient, on peut le comparer à un enfant de 7 ans, en fait. L'inconscient, si on ne lui dit pas ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, il va partir dans tous les sens. C'est un enfant, voilà. Mais si on lui parle, si on sait employer les bons mots pour lui demander une action dans notre intérêt, il va faire les choses. Moi, je me suis sentie sous emprise, carrément. Et j'ai eu l'impression que mon mental était détraqué. Après, tout dépend de qui vous l'a fait. Et après, c'est comme dans tout métier, il y a des bons et des mauvais. Bien sûr. Et ça, malheureusement, et c'est bien dommage, parce que quand on est vraiment passionné par ça, moi, tout ce que je donne à l'autre, je le reçois moi-même. Donc je sais, j'ai arrêté de fumer grâce à ça, j'ai arrêté de manger mes ongles, j'ai fait une thérapie il y a plus de 12 ans, parce que j'étais à un point où je voulais mourir, hein, quand même. Hein. Moi, l'hypnose, il y a 12 ans, m'a sauvée. Je peux dire que oui, ça m'a sauvée, mais parce que je voulais aussi m'en sortir. Attention, l'hypnose, ça fait une partie du travail, mais vous aussi, vous devez faire une partie du travail. L'hypnose, c'est pas 100%. L'arrêt du tabac, l'hypnose m'a aidé, allez, à 60%. Les autres 40%, c'est moi qui les ai faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de volonté. Exactement. Ben, on s'y met plusieurs fois par jour, hein, sans s'en rendre compte. Hein. Ouais. Que c'est un état naturel, plusieurs fois par jour, parfois on plane, on a les yeux dans le vide, ben c'est un état d'hypnose en fait. C'est un état naturel. Sur l'autoroute, on arrive tout le temps sur l'autoroute. Mais la madame, elle a eu une mauvaise expérience, mais elle fera un autre essai. Sophro, mais ouais, sophro, hypnose, c'est la même famille, non? Il faut être en relation de confiance et d'empathie avec son thérapeute, qui se présente comme hypnothérapeute, sophrologue, hypnose ericksonienne, hypnose régressive. Il faut être en relation de confiance. Hein, ah oui, voilà. C'est pas juste la plaque, quoi, en fait. Hein. Même avec un bon médecin. Hein. C'est ça. Vaut mieux fumer, ouais, dans ces cas. Vaut mieux fumer. Non, moi j'ai arrêté de fumer aussi, et sans hypnose, et je suis pas mécontent. Par contre, si vous avez une clope là, non, je plaisante. D'autres questions? C'est bon? J'étais dans le milieu médical et j'ai travaillé beaucoup dans des gros services, réanimation et puis mucoviscidose, enfin, les greffés, tout ça. Et on a voulu, nos médecins ont voulu absolument qu'on participe à faire de l'hypnose pour justement trouver un effet lorsqu'il y avait des gestes très invasifs aux personnes à qui c'était terrible par rapport à déjà ce qu'ils avaient. Et par chez Stark, on nous a appris des séances d'hypnose, hein, on est arrivé comme ça, et la fleur au fusil, hein, on ne connaissait rien du tout. Et on a fait pas mal de formations. Et malgré tout, on a mis en application les unes par les autres et on s'est aperçu qu'on amenait un confort aux patients et la douleur n'y était plus. Ils étaient vraiment dans des états de conscience, c'est qu'ils étaient bien, quoi. Et avec un accompagnement, et là on s'est dit, c'est pas possible, on apporte ça alors qu'on n'était pas du tout dans cette pensée, quoi. Et pour dire que, ne serait-ce que déjà rien qu'à apporter ça, malgré tout, on a fait un pas et maintenant c'est beaucoup déployé. C'est ça. Chez les enfants aussi, ouais. Encore beaucoup plus. Ouais. Et toutes ces personnes-là, et maintenant même dans les soins palliatifs, c'est ça, il y en a énormément. Et il y a un médecin que je connais, ouais. Qui est pas loin d'ici, qui fait ça, ouais. Et qui est à la tête d'un cercle qui s'appelle Baptiste Vallée. Et là, voilà quoi. D'autres questions? Tout à l'heure, on parlait de conscience collective, je crois.
on entend parler beaucoup d'inconscient collectif. Donc quand on parle de, par exemple, comme le 11 septembre, où tout le monde est fixé sur un événement et qui fait peur, et on peut dire que comme l'esprit et la matière sont liés, plus les gens ont peur, globalement, mondialement, et plus ça retombe aussi sur nous et sur la matière. Et je pense que plus les gens sont joyeux et heureux, et du coup ça crée cet inconscient collectif de joie, de bonheur, plus ça nous retombe aussi dessus sur la matière et sur... C'est clair, il faut faire très attention à nos pensées, parce qu'on attire à nous, malgré nous, oui, on peut appeler ça des égrégores, des formes de pensée, etc. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se matérialisent, qui correspondent à nos peurs collectives. Et ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est nous qui en sommes responsables collectivement. Donc il faut prendre soin de nos pensées, autant que de nos corps, c'est sûr. Oui, là je suis complètement d'accord avec cette lecture. D'autres questions? Non? Mais je vous invite, merci beaucoup. Je vous invite à vous rapprocher de la table pour consulter les livres de Jocelyn. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc n'hésitez pas à vous approcher si vous voulez regarder, feuilleter. Voilà, il a amené 2 ouvrages, dont un coécrit avec Romuald. Voilà, j'ai mes 2 derniers livres, qui sont tous les 2 écrits en collaboration. Et on prépare un 4e livre avec Romuald Le Terrier qui sortira en septembre. Youpi! Oui, juste un petit mot. Pour la prochaine conférence, nous recevons Solveig, qui est une ancienne nonne bouddhiste qui est devenue médium. Elle va nous raconter un petit peu son parcours assez atypique. Et elle va surtout nous présenter les vies antérieures racontées par les enfants. Et pour celles et ceux qui le veulent, il y aura une médiumnité en salle juste après sa conférence. Et elle le fait sans photo. Voilà. Et ça, c'est le samedi 12 avril. Merci.